Je dis, attends, c'est quoi déjà mon opinion là-dessus? Je suis dans quelle version là? On est trop là, on est trop. Et donc ouais, et d'ailleurs peut-être pour les gens qui nous écoutent, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir raison pour gagner. Il y a besoin juste d'être rapide et la rapidité, elle vient de l'entraînement sur des sujets où tu peux avoir tort. Je vois, moi, en fait, depuis que le jour où ChatGPT est sorti, je cours dans l'IA, je pense plus que la moyenne, et j'ai fait plein de pipes que j'ai jetés, j'ai fait plein de systèmes. À un moment, quand je vois le nombre d'automatisations et nuitaines que j'ai foutu par la fenêtre, c'est-à-dire que... Comment ? Afuera, exactement, Afuera. Mais le truc, c'est que ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est pas perdu. Y a, le travail est perdu, mais les instructions profondes que tu as créées chez toi, les réflexes profonds que tu as créés, sont en train de t'aider. En fait, c'est comme si c'était des vagues de plus en plus fortes et on va vers un tsunami immense, et que la probabilité de monter tout en haut et de surfer, c'est justement d'avoir surfé plein de vagues qui, entre-temps, sont mortes. Et donc, la seule chose que je peux encourager les gens à faire fondamentalement, c'est de faire plein de choses. C'est pas grave que ça marche pas, ça reste pas, t'as raison, t'as tort. Tout ça, en fait, c'est devenu des trucs de loser. Je vois sur le X de Brivel, c'est-à-dire que les gens, ils sont complètement à côté de la plaque sur le sujet. Enfin, c'est pas, et ils sont à côté de la plaque non pas parce qu'ils ont raison ou tort, mais juste parce qu'ils parlent de sujets qui n'ont aucun intérêt. Quand on dit ouais, l'IA c'est du slop, du machin, enfin ok, c'est fini, c'est plus le sujet en fait, le sujet il est ailleurs. Et je pense qu'il y a juste 3 hypothèses fondamentales qu'il faut avoir. La première, c'est qu'il faut croire profondément au fait que tout ça va s'améliorer. Tous les doomers là qui t'expliquent que les data centers c'est fini parce que l'énergie c'est fini, je sais pas quoi, enfin j'en peux plus de ces cons. Bon, oubliez. Je pense qu'il y a vraiment un moment clé où il faut être dans le camp des optimistes, et c'est maintenant. Parce que soit tu es dans le camp des optimistes et il y a une crise, tu seras de toute façon mieux armé à la gérer que si tu avais été pessimiste. Et si tu es dans le camp des pessimistes et que c'est optimiste, t'as perdu. Et si tu es dans le camp des pessimistes et c'est pessimiste, t'as perdu aussi. C'est Paris pascalien de l'optimisme. Ouais, exactement. Donc tel le pari de Pascal, fais semblant de croire et bientôt tu croiras. C'est vraiment le premier truc. Deuxième sujet, deuxième hypothèse qu'il faut avoir, c'est qu'il faut mettre les mains dans le cambouis. Et il faut tester les choses. Tu vois, Antoine, tu as un excellent exemple de ça. Je suis hyper heureux d'être celui qui t'a mis devant le terminal, tu vois. Ouais. Malgré la résistance, malgré le truc où tu dis non mais c'est pas pour moi, machin. En fait, quand tu unlocks ce truc, vas-y, t'as plus peur. Et en fait, les ingénieurs ont été les nouveaux chamans pendant des années. Hein. Moi, ça fait des années que je parle de ça en rigolant, en disant que le moindre mec qui sait coder, il adore regarder le mec qui sait pas coder, lui raconter n'importe quoi pour lui faire peur. Je pense que là, on a une opportunité unique de supprimer toute forme de chamanerie dans tous les domaines. L'IA, c'est vraiment l'espèce d'antidote anti-chaman le plus fort du monde. Et chaman, c'est pas... pour moi, il y a des gens qui sont spirituels, ils sont pas des chamans. Pour moi, un chaman, c'est un mec qui essaie de prendre le pouvoir par le savoir. Et un scientifique, il essaie de libérer par le savoir. Il y a des scientifiques qui sont des chamans, et il y a des chamans qui sont des scientifiques. C'est Yann Lequin avec Elon Musk sur X, en fait. Ouais, exactement. Le pauvre Yann. C'est la balle gratuite. Mais non, parce que Yann Lequin, c'est un scientifique français qui passe son temps à se foutre sur la gueule avec Elon sur Internet. Et c'est vrai que, tu vois, la posture de Yann, elle est un peu supérieure moralement, tu vois, il essaye de se positionner. Là où Elon est un homme du peuple. avec 1 milliard. Avec 1 milliard. Exactement. Donc voilà. Et le troisième, je pense que vraiment le troisième point le plus important, c'est qu'il faut s'amuser. En fait, vraiment, il n'y a jamais eu autant d'opportunités de se marrer en fait qu'avec l'IA. Et je pense qu'en faisant des trucs à la con, et notamment message pour tous les jeunes là, qui nous regardent et qui nous écrivent et qui me demandent comment gagner de l'argent et tout. Je pense que s'il y a bien un moment aujourd'hui, si tu as entre 14 et 18 ans, ne fais pas des business, fais des projets open source, gratuits, marrants, des trucs qui font marrer tes potes, parce que
les mécanismes pour apprendre à faire marrer les gens, à rendre quelque chose d'intéressant, vont être les vrais mécanismes de monétisation quand la poussière va retomber. Parce qu'en fait, en ce moment, les gens qui apprennent à faire de l'argent, ils vont tous se faire défoncer par l'IA. Parce que l'IA, au jeu de faire de l'argent, toi tu le vois avec les business de coaching, etc. Moi, Scale With You, c'est la formation la plus dingue que j'ai jamais créée de ma vie. 90% du travail est fait en IA. Donc, j'ai compris le game, c'est fini. Mais par contre, rendre les trucs intéressants, rendre les trucs marrants, rendre les trucs cool, la coolitude, l'autorité, le goût, l'agency, tout ça c'est pas du tout des commodités. Et moi, si j'étais jeune aujourd'hui, je m'intéresserais beaucoup plus à ça, à étudier la psychologie humaine, à étudier les phénomènes, que de me dire c'est quoi la façon de faire 1000 balles par mois pour sortir du prolétariat. 50 000. Tu parles de 50 000. Saint-Laurent, il disait c'est la La bonne humeur en ce lundi matin. Bon, et d'ailleurs, en parlant de ça, tiens, je sais pas, ça vient de me traverser l'esprit là. En parlant de lundi matin. En parlant de ça, non, pas de. Revenge of the ID Guy. Enfin, tous les mecs étaient bridés par les devs. ID Guy et qui se prennent pas au sérieux. Je pense que là, il y a une guerre. Le bon exemple, c'est la vidéo de. Je trouve que la vidéo de Trump d'hier là, où il prend le journaliste, il le met dans la poubelle. Et t'as plein de mecs qui sont en mode ils supportent pas la liberté d'expression, et en fait je pense que ils sont dans le troll, et vraiment le mec est en train de troller, et je pense que là les candidats politiques qui n'ont pas du second degré, je pense qu'on vraiment rentre dans, si t'es pas fun, t'existes plus en fait, que ce soit dans le business, que ce soit dans la communication. Et en France par exemple, je trouve qu'il y a un mec qui a fait ça depuis 20 ans, c'est Xavier Niel avec Free. Et mine de rien, avec ses pubs à la con, et ça marchait. Et je pense que là, on rentre dans vraiment en fait, il faut choquer le plus possible, faire le truc le plus what the fuck possible, et c'est ça qui marche, en fait. Et on va être en compétition. Enfin, c'est la surenchère permanente, et je trouve ça beaucoup plus fun que des techniques marketing vues et revues, boring, et qui marchent pas, quoi. Il a fait une vidéo devant un Lidl où il dit à un mec de venir le chercher. Et du coup, il a compris des codes. Le taste et l'agency, c'est un truc dont tout le monde parle en ce moment, j'ai l'impression. Brivael, tu m'en as parlé, apparemment c'est un peu le truc dans la Silicon Valley qui pourrait survivre à l'ère post-IA. Le taste, on pourrait le traduire par le goût, l'agency par le fait d'être dans l'action, de prendre du risque, entre guillemets. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, ça fait 5 ans que je le dis, donc je vais pas être d'accord pour le coup, là. Surtout que le taste, je pense que fondamentalement, il y a un truc qui est... il y a DeepMind là récemment, donc la division AI de chez Google qui fait Gemini, etc., etc. Il y a un papier qui est sorti sur la capacité à créer des IA conscientes. Là aujourd'hui, la recherche, il n'y a pas le début d'un germe, d'un spark sur le fait de faire des IA conscientes. Ça, c'est une pure croyance. Et pour la petite anecdote, j'ai eu la chance de rencontrer Yann Lequin et Geoffrey Hinton il y a un peu plus de 2 ans à un cocktail parisien invité par un VC. Donc pour le contexte, Geoffrey Hinton, c'est le mec qui a inventé les réseaux neuronaux fin des années 80. Et Yann Lequin, donc lui c'est le mec qui a fait ImageNet chez Google, donc qui était vraiment le premier modèle de deep learning qui a vraiment bien marché. C'était le professeur de IA qui après a fait OpenAI, et Yann Lequin qui est l'ancien directeur IA chez Meta. Et donc pour le contexte, c'était un cocktail parisien, ils commencent à parler, ils racontent comment ils se sont rencontrés, parce qu'ils ont bossé dans les années 90, quand je crois c'était à Bell Labs, et c'était encore l'hiver de l'IA, personne ne croyait à ces approches-là dans les années 90-2000, c'est vraiment que en 2012 que ça a commencé à kick in. Et moi, ce qui m'a marqué de cette conversation, c'est que littéralement, pendant 20 minutes, ils ont débattu de est-ce que les LLM allaient aller vers l'ACI. Et j'avais l'impression de voir 2 gamins dans une cour de récré qui sont pas d'accord et qui essayent d'argumenter. Et vraiment, j'ai pris conscience ce jour-là que il n'y a pas de pilote dans l'avion, personne ne sait où ça va, et que les chercheurs IA sur leur propre domaine, sur la prédiction de leur propre domaine, sont
tout aussi incapables que monsieur et madame tout le monde, parce qu'en fait, ils n'en savent rien. Et récemment, je lisais un papier sur les experts et leur capacité à prédire leur propre discipline. Et dans l'histoire, systématiquement, les pires personnes pour prédire l'avenir de leur propre discipline, c'est justement les experts. Donc je disais ça parce qu'en gros, je pense que la taste, ce qu'on appelle la taste, c'est la créativité, c'est le fait de savoir que ça marche. Et le fait de savoir que ça marche, je pense qu'il y a un truc qui nous échappe sur l'IA, parce que pour le contexte, la majorité des chercheurs en IA sont matérialistes d'un point de vue philosophique. Ils pensent que tout est data, que tout est algorithme, que en fait la conversation qu'on a là maintenant, bah, il n'y a pas de libre arbitre, tout est calculé. On serait conscient de cette scène-là, mais il n'y a pas spécialement tout est data. Et en fait, mine de rien, cette réflexion-là, elle est vertigineuse, parce qu'à partir du moment où tu acceptes cette prémisse-là, c'est que bah, tu peux justifier toutes les dingueries, parce qu'en fait, c'est juste une question de data, et il n'y a pas de libre arbitre. Et en fait, je pense que ce qu'on appelle la taste, c'est le choix conscient. Et ça, effectivement, je pense que ça va être le truc à développer. Et que en fait, c'est peut-être ça qu'on appelle l'intelligence humaine. Et enfin, pour moi, c'est ça qui est le propre de l'humain, c'est la capacité à faire des choix dans le réel. Et je trouve ça assez beau au final. Et moi, j'en arrive à la conclusion, c'est que 99% des choses, c'est de la data. Et qu'il y a 1% qui est pas de la data, qui est du gut feeling, de l'intuition, enfin, peu importe comment on appelle ça. Et que ça va être vraiment ce sujet-là qu'on va tous devoir développer non-stop, quoi. Ouais. Je suis d'accord sur le fait que la naïveté soit un énorme avantage quand tu arrives sur un domaine. Et aussi, en plus de taste et agency, je dirais 3 trucs. On en avait parlé un peu avec Ous, c'est la notion d'identité. Le fait de se mettre des étiquettes un peu genre « Ah, moi, je suis pas dev » ou « Je suis pas machin ». Comme tu disais, je pense qu'il faut pouvoir détruire son identité toutes les semaines, détruire son ego toutes les semaines aussi, et produire du déchet. Tu vois. Donc l'entrepreneur un peu perfectionniste, qui a de l'ego et qui aime avoir raison, là, là c'est complètement terrible. Terrible, ouais, je suis d'accord. Il y en a plein. Ouais, c'est catastrophique. D'ailleurs, si on réfléchit, excuse-moi Antoine, mais ça me fait penser à un truc. La francophonie a une force et une faiblesse culturellement. La force de la francophonie, c'est le goût, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais le français moyen, il est supérieur à n'importe quelle civilisation moyenne niveau goût. Ça c'est parce qu'on se lamente souvent de ce qui va pas en France, mais il y a un truc franchement. Par exemple, moi, c'est un truc dont j'use et j'abuse. Je trouve que la French Touch, elle est magique. Et à l'ère de l'IA, la capacité à faire des trucs avec une French Touch, ça pas. Je me disais même, je voulais faire en mode blague une formation aux US en mode learn to be French a bit. Tu vas à San Francisco et tu formes tous les tech bros qui savent pas s'habiller. Et c'est pas certain, moi ça me fascine. Hein. Ton anecdote avec le CEO de Netflix là, qui était venu, vraiment, tu regardes la baraque moyen dans la Silicon Valley, les mecs sont multimilliardaires et vraiment ils produisent de la merde. Enfin, c'est très très average, tu vois. Et ça de quoi? Ça se learn, ça? Je sais pas. Ça se learn complètement. Ouais. Steve Jobs, je pense que ces 40 dernières années, le seul qui a nailé ça, c'est Steve Jobs. Et pourquoi? Parce qu'il voyageait au Japon et que c'était je pense qu'il a eu un parcours de vie où il s'est intéressé à l'art et que, tu vois, dans la Silicon Valley, mine de rien, t'as 99% des mecs qui sont des génies, mais ils ont pas de goût parce que je pense qu'ils sont restés toute leur vie à San Francisco, en fait. Donc très bon business, Thomas. Ouais. Et par contre, l'élément où on a un problème, c'est l'ego, quoi. Dans la francophonie, l'ego moyen, il est... il suffit de voir les réponses sur mes sujets. Moi, je le vois dans les gens qui ragent, comme tu disais, Oussama, sur les automatisations à mi-temps qu'ils ont build il y a 6 mois. Si tu regardes les vidéos YouTube, les commentaires, c'est « Oh, mais j'ai fait tout ça pour rien ». Les gens ont beaucoup d'ego et je pense la capacité à rebuild de zéro, comme on disait tout à l'heure, elle est hyper importante. Et du coup, comment vous enseignerez le goût à quelqu'un? C'est quand même un sujet vaste. Moi, alors pour le coup, j'ai une méthode moi pour teach taste qui est super facile avec les gens avec qui je bosse.
En fait, d'abord, il faut comprendre que taste, il n'y a pas de vérité dans le taste. Il n'y a que de la domination dans le taste. Déjà, il faut comprendre que c'est un phénomène social de domination, la taste. Dans tout mécanisme de goût, il y a un mécanisme de domination. Les choses ne sont pas belles objectivement, elles sont belles parce qu'à un moment, un groupe culturel unifié se réunit autour de ce groupe et dit « ça, c'est comme ça qu'on va faire ». Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'abord, il faut bien comprendre les mécanismes de rareté, de scarcity, etc. Quand tu vas dans une boutique Chanel, qui que tu sois, tu fais la queue, t'attends. La boutique, elle est vide, le mec de la sécurité va te faire la queue. Parce qu'il veut te signifier que tu rentres à un endroit où t'es plus maître. T'as beau être milliardaire, machin, rien à foutre. Tu vas faire la queue comme tout le monde. Et ça, en fait, c'est mécanique. C'est pas pour rien que les marques de luxe maîtrisent énormément ces mécanismes de domination, parce que la base du goût, c'est la domination. Et ensuite, le deuxième point dans le taste, c'est que qui dit mécanisme de domination dit mécanisme de curation. À un moment, il faut choisir ton camp. Il faut choisir explicitement un camp. Il n'y a pas de taste universel, il y a juste, à un moment donné, tu appartiens à un groupe et tu veux juste comprendre la cohérence de ce groupe. Et moi, comment je forme la taste, c'est hyper simple. Quand je travaille avec quelqu'un et que je veux lui apprendre à avoir du goût, toutes les semaines, je fais un rendez-vous de 10 minutes avec lui, je lui donne un mood board et il doit classer les images sur le mood board entre acceptable et pas acceptable. Et je lui dis oui, non, non, oui, non, oui, non, non. Et en fait, au bout de 9-10 semaines, les gens, hop, hyper. Tu le RLHF en fait. Ouais, exactement. Tu le RLHF. Ça veut dire renforcement learning humain dans la boucle. C'est renforcement learning by human feedback. Ouais, by human feedback. Règle sur les doigts ou croquettes. Et en fait, exactement. On est des chiens. La croquette de la taste, c'est. Et en fait, tu peux prendre n'importe qui de n'importe quel milieu. Et alors, un truc que moi je sais pour l'avoir vécu, c'est que tu peux prendre n'importe qui de n'importe quel milieu et lui apprendre les codes hyper rapidement. Mais vraiment, ça c'est un truc. Les gens, ils imaginent que leurs éducations, leur culture. La question, c'est plutôt à quel point t'es ok pour juste oublier qui tu es, ce que tu définis être toi, et d'apprendre un peu formellement les choses, quoi. Et d'accepter que t'as un mauvais goût aussi, quoi. Comment t'expliques qu'un Bill Gates, comment t'expliques qu'un Bill Gates, par exemple, n'est jamais. Tu sais, t'as la fameuse phrase de Steve Jobs là. Tu penses fondamentalement qu'il a jamais essayé? Parce que tu vois, c'est quand même un mec qui a lu. C'est fascinant. Il n'a jamais essayé, il a gagné. Mais le logiciel de Bill Gates, c'est de gagner de l'argent. Regarde sa rencontre avec Elon Musk quand il short. Bien sûr. Et donc il a optimisé sur la loupe d'argent. Et je peux te dire, d'ailleurs, by the way, regarde Bill Gates. Depuis que le goût apporte de l'argent, il est en train de changer de swag à toute vitesse. Hein. Comme Zuckerberg. Ouais, le jour où ces mecs ont compris qu'en fait c'était une question de style, Jeff Bezos il a changé, Zuck il a changé, Bill Gates a changé. Et Bill Gates maintenant il fait des reels marrants, il fait des parce qu'en fait il a compris que c'est comme ça qu'il allait faire oublier l'île d'Epstein. Hein. Il a vendu ses actions Microsoft aussi, ça c'est un sacré signal. C'est ça je me demande s'il l'a vraiment choisi ça. Ouais, mais moi, en gros, je me demande si là, en fait, il a pas compris que, tu sais, Musk veut faire macro hard. En gros, il veut faire le concurrent à Microsoft, macro hard. Et Microsoft, macro hard. Exactement. Juste pour voir le niveau de troll. Ouais, vu comment ça s'accélère là, et que t'as tous les grands groupes qui vont se faire déboîter, parce que les gens disent ça va prendre 20 ans. Moi, vraiment, je pense que là, on est à l'aube d'un truc qui va être biblique sur les groupes corpos. Parce que vraiment, tu te dis, on est sur une exponentielle et je pense que les gens misprice l'exponentielle. Et que si, effectivement, t'as un collapse, en fait, du coup, tu pourras avoir le Nasdaq qui skyrocket, mais du coup concentré sur les 7 boîtes et ça part. T'as SpaceX qui va monter à 20 trilliards et toutes les autres boîtes qui vont se faire wiper. Et si c'est le cas, en fait, Windows qui est infiltré dans toutes les boîtes corpo, ça va être compliqué. Et c'est peut-être pour ça que ça reste quelqu'un d'extrêmement ou parce que Microsoft lui a foutu un gros coup de pression en disant que ça devenait une liability pour eux de l'avoir comme actionnaire et qu'il fallait qu'ils vendent à minima dans un trust qui n'était pas à son nom, quoi, tu vois.
Peut-être. T'as des insights qu'on n'a pas où ça je sais pas. Non, mais je serais pas étonné. Je serais pas étonné que Satya il lui ait dit, écoute frère, tu deviens une liability quoi. L'image, c'est un vrai problème. Hein. T'es Bill Gates, on t'accuse d'avoir violé des enfants sur une île. Même t'as beau réussir à étouffer la presse, le machin, le truc, dans les cercles ça parle et tu vois. Ouais, et puis là, ça devient de plus en plus compliqué d'étouffer le truc. Hein. Ouais. Sur les sujets d'actu, les gars, vous avez vu Arthur Mensch, le PDG de Mistral, qui a parlé à l'Assemblée nationale. Ouais, d'ailleurs, on pourrait mettre, parce que là, on peut mettre des trucs sur l'écran, non? Ouais, Tu peux pas la mettre, l'audition de Arthur Mensch? Vas-y, je vais tester ça. Parce que moi, vraiment, alors, pour disclaimer, je le connais pas du tout, Arthur. Je l'ai jamais rencontré, je sais pas qui c'est. Mais j'ai jamais eu autant de peine pour un mec que je connais pas qu'en regardant ça. Je me suis dit, mais c'est quoi cette blague? C'est qui ces gens en face, quoi, en fait? Alors, je savais que c'était pas brillant, mais et mon champ de betterave, monsieur. Mais nique ta mère. De quoi tu me parles, en fait? Surtout que le truc, la salle était vide, quand même. C'est ça. Mais ça, ouais. C'est lunaire. L'effort de vulgarisation qu'il a fait, quand même, je trouve, c'est assez ouf. Hein. Pour parler d'un point de vue, tu peux l'envoyer à ta famille, cette vidéo, ils vont comprendre comment ça marche. Tu sais que il avait fait un discours à l'X devant les polytechniciens. C'était une masterclass de pédagogie. Hein. Ouais, non, il est fort là-dessus quand même. Ouais, je suis d'accord là. Dans sa capacité à vulgariser, à rendre simple, etc. C'est. Ouais. Alors qu'il a quand même le profil sur le papier. Normalement, vu l'origine, le parcours et la formation, à être normalement un mec incompréhensible, quoi. C'est vrai. C'était ça, l'audition, il y avait vraiment personne. Ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Il a dit l'Europe a 2 ans avant de devenir un État vassal des US. Et 5 jours plus tard, Macron il a annoncé à Choose France le plus gros data center IA français, le campus AI Fuzhou. Avec 1 milliard. 9,6 milliards de dollars, 90 hectares. Ouais, c'est du théâtre macronien comme d'hab. Hein.